Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons nous mettre d'accord aujourd'hui autour de Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Virginie. Bonjour. Christelle Niasme, bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous attendons François Calfon qui est en retard, comme toujours. Membre du bureau national du PS, ancien député, et donc nous l'attendons avec impatience. On va revenir évidemment sur la loi immigration avec la CMP, la commission mixte paritaire, et puis Bruno Le Maire qui appelle à reprendre le texte du Sénat. Gérald Darmanin espère un vote d'ici mardi soir. Pourquoi pas un référendum? C'est ce matin ce qu'on a pu lire dans les tribunes, dans le Parisien. On n'a toujours pas parlé des parents défaillants avec le gouvernement qui veut des travaux d'intérêt général, double peine disent certains, et puis la fin de vie. J'espère qu'on aura le temps de traiter tous ces sujets. C'est le moment de jouer avec vous, enfin vous allez jouer avec nous pour le grand sapin de Noël Sud Radio. Vous avez vu, nous avons un magnifique sapin avec plein de cadeaux. Vous pouvez gagner votre enseigne design connecté de la marque française Lexon, un coffret sérum beauté, les duos de Garantia ou encore de nombreux cadeaux. Hier, on a fait gagner un magnifique séjour. Donc 0826 300 300. Virginie, un chiffre entre 1 et 25. Quel appel nous prendrons? Allez, 14. 14, voilà. Bah écoutez, le 14e appel à vos téléphones et on vous donnera le résultat dans quelques instants. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Christelle. Oui, très bien. C'est un coup de gueule contre les nuisances aériennes. Oui, tout à fait. Moi, je suis sur un conseil départemental, mais sur un territoire qui est un petit peu en souffrance. On est survolé par les avions. L'aéroport d'Orly est vraisemblablement, actuellement, sera en discussion l'augmentation de la TNSA, c'est l'aide à l'insonorisation. Mais c'est parmi tout l'arsenal législatif qui doit être revu pour accompagner les riverains. On n'aide pas assez les habitants sous les avions. Par exemple, notre combat permanent en tant qu'élu du secteur, c'est faire en sorte qu'on respecte les couvre-feux. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Qu'on arrête de donner des dérogations au-delà du couvre-feu. Et bien évidemment que les aides à l'insonorisation soient facilitées pour que les gens puissent en bénéficier et enfin l'utiliser correctement. Comment ça se passe concrètement d'insonoriser une maison? C'est quoi? C'est insonoriser une maison? Insonoriser vos fenêtres, toutes les huisseries, effectivement, les toits, tout ce qui facilite la lutte contre le bruit. Il faut savoir aussi également que le bruit est considéré comme une pollution aujourd'hui. C'est reconnu par l'OMS. Donc on perd, nous, 3 ans de vie en vivant sous les avions. Et donc pour être insonorisé, c'est le parcours du combattant. Vous devez appeler le numéro vert si vous le trouvez sur internet. Ensuite on vous insonorise à hauteur de 80% d'un plafond par pièce, en ayant recours à des entreprises qui sont agréées sur une liste agréée, avec des montants qui sont parfois trop élevés pour les habitants. Donc effectivement, on ne recourt pas suffisamment à l'aide à l'insonorisation. Et j'oublie bien évidemment que c'est dans une zone qui est sur ce qu'on appelle le PGS, le plan de gêne sonore, et que si vous êtes sur la ligne en dehors, vous n'y avez pas droit. Alors du coup, on n'y a pas recours et cette enveloppe, elle reste bien fournie, ce qui est fort dommageable pour les habitants. Mais il y a vraiment beaucoup de dérogations, c'est-à-dire que Orly normalement ferme à 23h30. Tout à fait. Et il y a des avions qui au-delà de ça continuent à arriver. Tout à fait. Il y a un principe dérogatoire qui est mis en œuvre. Les nombres de dérogations ont augmenté depuis 2019, il a doublé. Là, il faut savoir qu'Orly, on a eu le départ d'Air France, je ne sais pas si vous avez suivi. On va récupérer Transavia, qui est déjà là, qui était déjà là, tout à fait. Et pour nous, les habitants sous les avions, c'est une très très grande crainte pour notre qualité de vie. C'est toutes les 3 minutes où vous ne pouvez pas avoir une. En tout cas, c'est la question du bruit et des nuisances sonores qui aujourd'hui est reconnue comme effectivement une pollution importante. Jean-Baptiste Moreau, vous c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, pour un coup de gueule de François Gémen. Un coup de cœur pour un scientifique du GIEC. Ceux qui m'écoutent de temps en temps et régulièrement savent combien j'ai quelques difficultés avec les scientifiques du GIEC globalement. C'est un coup de cœur pour François Gémen qui a, pour une fois, au lieu de cogner sur les vaches et sur l'élevage en expliquant que les vaches polluent et qu'il faut moins de vaches, a tapé sur les chiens et les chats. Et c'est marrant parce que les mêmes qui adorent taper sur les vaches en disant que les vaches polluent, que c'est une catastrophe, que manger moins de viande, là ils sont indignés de voir que François Gémen explique que les chiens et les chats, ça a un impact sur l'environnement. Alors il a parlé des chats sur la biodiversité et c'est vrai que
moi, pour venir d'un territoire rural et être conseiller municipal sur une petite commune, je peux vous dire que le coût pour une collectivité locale, pour une mairie notamment de la castration des chats et mâles et de l'opération des femelles, c'est pas neutre, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de le chat, bien sûr, les chats domestiques, que quelqu'un ait 1 ou 2 chats, c'est pas un problème. Par contre, l'acheter veut que on les fait pas opérer, donc ça se reproduit, et donc en campagne vous vous retrouvez avec une armée de chats qui effectivement ont un impact sur la biodiversité, sur les oiseaux, sur les lapins, sur les rongeurs, sur un certain nombre de choses. Donc c'est réel. Mais ça me fait marrer parce que les mêmes qui nous tapent sur le dos des éleveurs en permanence, là s'indignent et disent, Fédération Brigitte Bardot et autres, que c'est un scandale, que on n'a pas le droit de dire ça sur les chats et les chiens. Alors sur la déforestation causée par les chiens, je suis moins sûr par contre de l'argumentation, parce que globalement l'alimentation pour chiens, alors en dehors des chiens, des gens qui veulent faire manger vegan à leurs chiens, ce qui existe, l'alimentation vegan existe pour les chiens, c'est un truc à savoir quand même, c'est tout. Non, mais c'est fabuleux. On est bien que les bobos donnent on est dans la société de consommation poussée à son extrême. Donc en dehors de ça, les chiens, souvent l'alimentation pour les chiens, c'est souvent des coproduits, on va dire, des filières viande. Moi j'ai été président d'un abattoir, c'est souvent des coproduits effectivement dont on sait pas trop quoi faire, qui vont dans l'alimentation animale. Et puis il y a rarement de culture spécifique pour les chiens globalement. Donc ça, je suis moins convaincu. Mais sur les chats, c'est un vrai problème, notamment dans les campagnes. Et voilà, ça m'amusait vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce qui menace la Non, je suis pas sûr, mais ça m'amusait pour une fois qu'un expert du GIEC tapait sur l'élevage, mais sur les chiens et les chachas à sa mémère. Et comme par hasard, sa mémère qui est prompte à critiquer l'élevage, là, elle s'indigne des propos d'un scientifique du GIEC. Puisqu'on est dans l'écologie, on en a beaucoup parlé cette semaine, juste signaler, on l'avait fait, je crois que c'est Sophie de Menton qui l'avait fait lundi, hier d'ailleurs, la moitié du pays, mais signaler quand même que la moitié du pays met le nom des villages à l'envers. Pour protester, les agriculteurs manifestent partout, demandent où est la République, et c'est vrai qu'à Paris, personne n'en parle, personne ne et effectivement, Sophie de Menton signalait hier qu'elle avait été outée dans l'Express pour avoir parlé à Sébastien Chenu, député RN, et on l'a montré du doigt en disant où elle parle au RN, il y a quand même effectivement 40% de gens qui veulent voter Front National, enfin Rassemblement National, et on ne parle pas des sujets. J'en avais parlé dans mon dernier coup de gueule la semaine dernière sur les pancartes à l'envers, et effectivement il y a une colère qui monte et un ras-le-bol qui monte dans le monde agricole et dans le monde rural en globalité, parce que les maires souvent sont au soutien d'ailleurs de ces actions de retournement de panneaux sur les communes rurales, et voilà, il faut l'entendre, et effectivement on l'entend pas beaucoup. Juste pour rappeler ce qu'on dit à chaque fois, mais comme ça n'imprime pas, que entre la France et l'Allemagne, un Français ou un Allemand qui va écouter sa radio par exemple en la branchant, ça se fait de moins en moins, ou se chauffer, l'impact carbone en ce moment, en hiver, l'impact carbone d'un Allemand est 10 fois supérieur à celui d'un Français. Et que le plus gros écocide qui se passe en ce moment, tout le monde s'en fout, c'est pas les chats et les chiens, c'est la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Europe, qui permet aux Allemands de se chauffer donc en consommant 10 fois plus de carbone, dès lors que des écologistes paradoxaux ont décidé de sortir du nucléaire en Allemagne. Ça, c'est le point. Et les Français sont, avec, je crois, la Norvège, les champions européens des 27 sur la plus faible empreinte carbone des 27 de l'Union européenne. Donc, à un moment donné, il faut arrêter simplement l'écologie des petits gestes et s'attaquer aux vrais et gros problèmes, par exemple du charbon, par exemple des énergies fossiles qui fournissent l'énergie qu'ont fait l'OPEP et la COP28 à beaucoup de pays. Ouais, c'est Christine Bouillot, qui est donc notre correspondante à Toulouse, me dit mais nous on en a beaucoup parlé sur Sud Radio, on a fait beaucoup de sujets. C'est vrai que c'est parti du Tarn. Elle m'envoie des photos là de manifestations en ce moment, de tracteurs avec des panneaux qui sont terribles. Agriculteurs, enfants, où on rêve, adultes on en crève, et c'est vrai que. Non mais il y a beaucoup de problèmes sur la France agricole. Il y a les viticulteurs dans
le sud-ouest qui sont dans des situations catastrophiques. Il y a la suradministration française et européenne qui effectivement exaspère un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui. Il y a des manifs un peu partout et c'est vrai que c'est à bas bruit parce que pour le moment c'est très très calme. Enfin c'est très calme. Oui. C'est-à-dire que c'est des mouvements pacifistes, les retournements de panneaux ça fait de mal à personne. Mais c'est tellement généralisé que ça devrait quand même inquiéter un peu la sphère politique et ça les inquiète pas. Et ce sont les jeunes agriculteurs qui manifestent aujourd'hui. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Grand frais. Oui, Père Noël, ce sont les rennes. On vous prévient. À notre écoute. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui. Bonjour. Bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome de Chantilly donc nous accueille pour le prix du Jardin des eaux minérales là, sur 3200 mètres aujourd'hui. Piste en sable fibré avec 16 partants. Le 4 Pepper Trophy sera mon favori devant le 11 Chergui. Last My Charming Prince, 6 Flatten the Curve, 3 Lily Blue, 5 Jaffar, 16 Trabuco et 7 Saison Froide que n'aime pas Rémi André. 4, 11, As, 6, 3, 5, 16 et 7 pour le quintet. Pour la sélection du jour à Lyon-la-Soie en Réunion 4 course 4, j'ai choisi pour vous le 14 ID Channel. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons prendre notre gagnant avant de démarrer nos débats. C'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, vous nous appelez de Béziers. Et ça. Il fait beau Béziers aujourd'hui ? Alors il y a du vent, mais il fait beau. Il fait environ 16 degrés, mais bon, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Bon, vous préparez les fêtes ? Ça y est, ça y est. Prêt. Le on sapin, a fait les sapins avec les enfants. Ah, bah si le sapin est prêt, c'est très bien. Alors, nous allons découvrir ce qu'il y a au pied du sapin Sud Radio. Alors, comme vous êtes de Béziers, je pense que vous aimez le rugby ? Oui. Alors vous avez gagné un livre Gueule du rugby, c'est un cadeau exceptionnel, c'est le 4e volet de la quadrilogie avec en couverture Serge Blanco et un très beau et grand livre autour du rugby français. Puis aussi vous avez gagné 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Wow. Donc je pense que ça va faire des heureux chez vous, hein, 1 kilo de chocolat fondant, croustillant, onctueux et voilà. Ils ont quel âge vos enfants ? 3 ans et 5 ans. Et ils ont eu leur anniversaire à 2 jours d'écart, le 4 et le 7. Ah, c'est drôle, ça, c'est incroyable. Bon, c'est un peu. Bon, le chocolat, faut faire un peu attention quand même, non ? Ils sont petits. Oui, on fera attention. Bon, vous mangerez. Ils sont gourmands. Bah oui, j'imagine, comme vous. Ils ouvrent en ce moment le calendrier de l'Avent tous les jours. Donc... Et ils ont réussi à tenir parce qu'en général, c'est pas évident d'arriver. C'est un peu difficile. Bon, il y a des jours ils loupent, donc en fait, des fois, ils en ouvrent 2 dans la même journée. Bon, bah écoutez, vous pourrez leur offrir quelques chocolats et garder le reste pour vous. Ça va arriver bientôt pour vous, pour les fêtes. Eh ben, merci d'être fidèle à Sud Radio. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Cédric. Et nous, on va débattre tout de suite avec Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, Christelle Niasme, vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges, et François Calfon, membre du bureau national du PS et ancien député. On va parler de la loi immigration, on va parler des parents défaillants, on va parler de la fin de vie. On continue notre tour de table. Virginie, vous avez un coup de cœur? Oui, pour un maire DVD qui est le maire de Briançon, Arnaud Murgia, que j'ai entendu, je dois dire totalement par hasard, et que je ne connaissais pas, et qui a réagi, je ne sais pas si je dois le citer, sur France 5, oui, vous pouvez. À la motion de censure, à la motion de rejet, pardonnez-moi justement, la motion de rejet qui a concerné la loi sur l'immigration. Et il a dit une chose très simple, ou plusieurs choses d'ailleurs, qui m'ont paru très simples, et pleines de bon sens. Il a dit, je m'étonne, alors il parlait essentiellement peut-être à sa famille politique, et il a dit, je m'étonne que ceux et celles qui se sont lancés dans cette aventure, première chose, aient choisi de mélanger leur voix avec la France Insoumise. Il a rappelé que la France Insoumise disait que la police tue et veut abroger les frontières. Ça, c'était le volet politique. Mais il a dit plus simplement, ceux-là même qui ont empêché tout débat sur ce texte sont ceux-là même qui viennent nous expliquer après, la main sur le cœur, que oui, ils vont nous aider et qu'ils ne veulent pas nous laisser en première ligne. Et bien là, on est en première ligne, on n'a pas d'outils, on en aurait eu besoin, on n'a parfois pas les moyens
moyens d'appliquer les textes correctement. Et il a parlé d'hypocrisie et de lâcheté. Et il a dit, en plus, ceux-là même qui ont empêché tout débat sur ce texte sont ceux-là même qui, depuis 30 ans, n'ont pas fait le boulot. Et là, évidemment, on voyait bien qu'il s'adressait à la droite. N'ont pas fait le boulot et qui, aujourd'hui, empêchent le ministre de l'Intérieur, contre lequel, visiblement, ils ont une dent depuis qu'il a rejoint les rangs de la majorité macroniste, empêchent le ministre de l'Intérieur de porter ce texte jusqu'au bout, alors que le principe même des députés, c'est de discuter d'un texte, si possible de le voter, et là ils sont dans la négation même de leur travail. Et ce maire explique lui-même que dans sa propre ville, alors est-ce qu'il exagère, est-ce qu'il exagère, j'ai pas le moyen de vérifier, mais dans sa propre ville de Briançon, il y a de nombreux problèmes d'immigration. Il parle de choc migratoire et qu'il a expliqué. Il est très proche de la frontière. Briançon. Exactement. Donc il a expliqué les raisons géographiques qui expliquent le terme qu'il a utilisé. Mais c'est surtout ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a dit tout ça calmement, gentiment, mais il a dit une fois de plus, c'est nous qui sommes totalement laissés en rase campagne pour 15 minutes de célébrité. Là, je reprends son expression entre guillemets. Oui, une réaction le disque du maire DVD n'est pas rayé. Non, c'est une petite blague. C'est le maire d'hiver droite. Ouais. Vous avez dit DVD. Je suis pas sûr que nos auditeurs... Pardonnez-moi, d'hiver droite, c'est vrai. Non, la réaction, en fait, elle est mitigée parce que ça pourrait s'appliquer à ma propre famille politique qui allait voter cette motion de rejet avec des gens. Je suis pas sûr qu'à l'arrivée nous retrouvions un texte où nous retrouvons nos petits. Elle est mitigée et ça va être un et en même temps. Et en même temps, les uns les autres rejettent le texte de la majorité, peut-être pas les LR, mais bon, à un moment donné, il va falloir faire une fondation pour les sauver. Et en même temps, il y a aussi un coup de gueule de l'ensemble des parlementaires. Moi, je les ai entendus de tous bords, sur le fait qu'il n'y a plus de jeu parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parlement. On tord le bras aux uns et aux autres sur l'ensemble des textes. Et à un moment donné, je pense, je peux le comprendre, en l'absence de majorité, que ça puisse plus qu'énerver les députés. Voilà le point. Mais là où je vous suis, ce sera aussi l'objet de mon coup de gueule, c'est que le jeu parlementaire passe, les problèmes demeurent. Et d'une certaine manière, on pourrait prendre cette question des OQTF. Quoi qu'on pense des OQTF, qu'est-ce que ça veut dire une loi qui n'est pas applicable ou pas appliquée? Les Français ne peuvent pas le comprendre. Non, je ne comprends pas ce que vous dites quand vous dites on tord le bras des députés. Les députés votent peut-être en fonction... 49.3, il y en a eu combien? Non, sur les textes budgétaires, il peut y en avoir autant qu'on veut. En revanche, hors des textes budgétaires, il n'y en a qu'un par session. Donc non, soyons stricts quand on parle de ça. On ne tord pas le bras des députés. Ils ont toute l'attitude de voter ou de ne pas voter. D'ailleurs, de nombreux textes ont été votés depuis le début de ce quinquennat. C'est le vôtre, mais c'est pas le nôtre. Mais je ne parle pas de sentiment, là, je parle de réalité, ce qui n'est pas du tout pareil. Il y a aucun sentiment. Ce qu'on a peut-être du mal à comprendre, mais il faut être précis. Ce qu'on a peut-être du mal à comprendre, c'est pourquoi on refuse de discuter, de débattre de cette loi. Le plus dramatique de tout ça, c'est que si on osait imaginer que cynisme et politique vont de pair, c'est jamais le cas, mais non, si hélas c'est souvent le cas. En fait, je pense qu'il n'y aura pas de texte parce que, en fait, personne n'a vraiment intérêt politiquement à ce qu'il y ait un texte. C'est-à-dire, en premier lieu, le président de la République et la majorité. Vaut mieux que la CMP, lundi, la commission mixte paritaire échoue. Parce que s'il y a un texte qu'il est excessivement à droite, vous allez faire exploser la majorité présidentielle, parce que vous avez un certain nombre de députés dans la majorité qui ne la voteront pas. Je ne sais pas si elle passera ou si elle passera pas, ça va dépendre, c'est toujours compliqué, ça peut se jouer à 2 ou 3 députés, mais c'est surtout que le président de la République va diviser sa majorité et il n'est pas à l'abri d'avoir une 50aine de députés qui ne voteront pas un texte qui sera jugé trop dur et trop à droite. Donc demain, à mon avis, la CMP, le président de la République et la majorité a tout intérêt à ce qu'elle ne soit pas conclusive et que le texte soit renvoyé au calendrier grec ou redécoupé ou je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais une CMP conclusive serait sans doute le pire qui puisse arriver au président de la République. Mais quel aveu d'impuissance de dire qu'un texte qui est proposé par la majorité devrait finalement ne même pas aboutir. C'est ce que je dis, si cynisme et politique n'allaient pas de pair, ça serait... Alors Christelle, je trouve ça très dommage qu'un débat aussi important que la loi immigration se réduise justement à un enjeu politique, allons-nous ou pas exploser une majorité, parce que
ce texte, il est particulièrement attendu des élus locaux et surtout des Français. Bien sûr. Français, exactement. On en a cruellement besoin. Ça répond à des inquiétudes fortes des Français parce qu'effectivement, il y a des sujets sur lesquels les Français sont particulièrement inquiets. On fait la une de l'actualité en permanence sur ce que vous disiez tout à l'heure, les OQTF. Ouais. Là, on a eu le débat sur celui qui notre ouzbek qui s'appelle MA, qui est reconduit et on arrive à des extrémités, à des aberrations même. On a reconduit quelqu'un, on doit le récupérer et puis finalement, si on statue à la fin, on pourrait même plus l'expulser du sol français. Enfin, je crois qu'effectivement, sur ce débat de fond, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se regarder. Oui, c'est vrai que ça fait peut-être 50 ans qu'on n'a pas mené de lois qui sont valides et qui permettent d'éviter des situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est presque dans une impasse. La gestion, l'intégration, l'immigration, c'est pas la même qu'il y a 50 ans. Non. On peut pas traiter les sujets de la même manière. Donc, il y a la nécessité de réviser en profondeur la manière dont on intègre et dont on fait venir des nouvelles populations sur notre territoire. On va pas avoir une réduction de l'immigration. Non. Ça n'arrivera pas. Là, aujourd'hui, on a les enjeux climatiques qui vont amener des populations vers nous. On a des déstabilisations au niveau européen qui vont emmener des nouvelles populations vers nous. Donc il est plus que nécessaire d'agir en profondeur. Le pire, c'est que la vraie réponse à l'immigration, elle est européenne en vérité. On peut tous se cacher. C'est là, je sais plus combienième loi sur l'immigration. J'en ai voté une, moi, pendant les 5 ans que j'étais député. Il y en a pratiquement tous les quinquennats, il y en a au moins une ou deux. Globalement, si on veut juguler les défis migratoires qui sont devant nous, notamment, vous l'avez dit, au niveau du réchauffement climatique et autres, de toute façon, la réponse, elle ne peut être qu'européenne, mais c'est excessivement compliqué. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a des discussions qui sont en cours depuis de nombreuses années au niveau européen pour essayer de mettre en place une politique migratoire concertée, mais c'est la seule politique migratoire qui sera vraiment efficace, contrairement à ce que peut raconter le Rassemblement national. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les signaux politiques et l'agenda est quand même du côté de la droite dure. Et le réel, il est lequel? Je donne 2 exemples, me semble-t-il. Vous avez parlé des défis climatiques, mais il y a un défi beaucoup plus immédiat. La démographie est en chute libre en France. Et donc la question en France et en Europe, mais en particulier en France en ce moment. Donc la question du paiement de notre protection sociale, bêtement. La question du travail. On a parlé du monde agricole. Mais c'est à peu près partout. Même dans des secteurs où autrefois on trouvait facilement des gens et des secteurs porteurs, y compris dans l'industrie, il y a quand même une difficulté. Qu'une partie de la classe politique, ça je le juge honteux, franchement, puisse dire il n'est pas question de régulariser des travailleurs sans papier, ou même, ça ce sera un peu pour mon propre camp où ça reste un peu tabou, on peut pas discuter de quotas d'immigration, mais c'est une fumisterie, pardon de le dire. Ça me paraît être l'un des enjeux de cette loi, et je vais me faire un peu le défenseur des parlementaires Renaissance issus de la gauche, pardon, mais c'est aussi l'impasse macroniste de dire et en même temps je vais faire de la droite dure et en même temps je vais être de gauche. À un moment donné, Monsieur Houllier et les parlementaires qui sont autour de lui n'ont pas envie, deuxième exemple, de rentrer dans la fumisterie de la réduction à néant de l'aide médicale d'État, dont on sait, puisque ça a été expérimenté en Espagne, puisqu'on ne peut pas sortir des traités internationaux, ça s'applique à nous-mêmes, dont on sait que c'est une fausse réponse, peut-être, à un vrai problème. On se retrouve dans un instant, on continue de débattre de ce sujet, quel avenir pour cette loi immigration, et on se retrouve après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours dans les hôtels d'exception dans les plus belles régions de France avec Vacances Bleues, des enceintes connectées, des tablettes tactiles offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au Parc Futuroscope avec les entrées pour 2 jours, 1 nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Avec modération. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Encore quelques mots sur ce qui se passe en ce moment avec la loi immigration. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a espéré que les LR comprennent qu'il faut bouger les lignes, je le cite, sur 2 points sensibles pour notre majorité, l'AME, donc l'aide médicale d'État, et les conditions d'accès aux aides sociales pour les étrangers. Ce sont 2 points
qui avait été restreint par la droite sénatoriale. Est-ce que cette commission mixte paritaire peut aboutir, et est-ce que c'est souhaitable? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, parce que si elle est votée, elle sera plus dure. C'est ce que dit la gauche, et ils ne la voteront pas. Non mais enfin, moi je ne sais pas, mais il me semble que elle doit être conclusive et le débat doit avoir lieu, quitte à ce que chacun dise ce qu'il a à dire. Mais enfin, si un texte ne peut pas être débattu à l'Assemblée nationale par des députés de toute tendance, quel qu'il soit, peu importe, mais le débat doit avoir lieu à ciel ouvert devant tout le monde. Le débat, il sera de toute façon limité, parce qu'un texte de commission mixte paritaire, vous pouvez pas l'amender, à part le gouvernement, c'est le seul qui a le pouvoir de l'amender, et donc vous aurez des prises de position de chaque groupe, pour les entendre, mais vous n'aurez pas de vraie discussion. Et moi, un texte de CMP très à droite, ça peut fracturer complètement la majorité. Ça, c'est sûr. Et Sacha Houillet, qui est un copain et que je connais bien, voilà, il va pas non plus, il est président de la commission mixte paritaire, il le sait très bien, et donc il y a aucun intérêt à présenter un texte de CMP très à droite, parce que je suis pas sûr qu'il passe, puisque le président a dit qu'il y aurait pas de 49-3, donc en vote, je suis pas sûr qu'il passe, et de deux, ça va fracturer la majorité et risquer de provoquer la création d'un autre groupe, d'un groupe différent au sein de la majorité. Pardon, moi les intérêts intérieurs ou les intérêts particuliers de la majororité, je m'en fiche. Oui, mais si la loi passe pas, mais c'est eux qui sont à l'initiative de ce texte, c'est eux qui l'ont rédigé, c'est eux qui l'ont préparé. Et maintenant ils nous disent: ah là là, c'est vrai, on peut se fracturer sur ce texte. Mais c'est le monde à l'envers. Son propre piège. D'accord, mais il faut le dire jusqu'à 2027 après quand même. Ils ont eux-mêmes mis la corde autour de leur cou. Encore une fois, le débat porte sur faut-il ou ne faut-il pas fracturer la majorité. Je vous rejoins. Je pense que le vrai débat, c'est qu'est-ce que veulent les habitants, qu'est-ce que veulent les Français. Et effectivement, le sujet sur l'AME, les aides sociales. Vous savez, moi, je viens d'une ville qui est particulièrement multiculturelle, Villeneuve-Saint-Georges. Je viens de Villeneuve-Saint-Georges. Et particulièrement défavorisée. Et chez nous, ce fameux appel d'air, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est une réalité. On a des réseaux qui sont très organisés, qui savent comment fonctionne notre système, qui fournissent des papiers. J'en parlais tout à l'heure sur la notion des MNA. Il y a une différence entre l'immigration mineurs tout à fait, mineurs non accompagnés, qui de facto sont à la charge des départements et des collectivités. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand ils arrivent en France. Eh bien, on a des filières qui sont capables de fournir des papiers à des personnes dont on ne saura pas déterminer qu'elles sont MNA. Mais par exemple, moi, je connais... Et derrière, chez moi, à Villeneuve-Saint-Georges, ça se traduit comment dans notre quotidien? Vous avez des personnes qui vendent des cigarettes devant la gare et qui sont à la merci des marchands de sommeil et qui vivent dans des conditions pitoyables. Et qui, si elles ne se comportent pas bien sur le sol français, on n'a aucune prise. On n'a aucune prise de la part des autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à une loi immigration? Je crois fondamentalement que cette loi, telle qu'elle a été présentée au Sénat et qui a été validée par l'ensemble des sénateurs, enfin la majorité des sénateurs, tout bords confondus, de droite et du centre du reste, est fondamentalement en cohérence avec les attentes des citoyens et aussi des élus locaux et de toutes les personnes qui sont en phase avec le quotidien. Comment on fait pour traiter ces sujets-là, nous, si on n'a pas de moyens d'agir, quand on a des marchands de sommeil, 650 €, un lit dans un 50 mètres carrés, avec 6-8 hommes qui vivent dans un tout petit logement, dans des conditions d'insalubrité innommables. Non, mais que les choses soient claires. Moi, je suis certain qu'il faut une loi sur l'immigration et sur la gestion de l'immigration. C'est pas la question. Mais je dis qu'aujourd'hui, ça va être très très compliqué à ce qu'elle passe, et c'est dramatique, parce que ça va effectivement, comme le disait François tout à l'heure, encore contribuer à affaiblir le parlementarisme et l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été aussi faible que sous ce quinquennat pour moi. Est-ce qu'on peut prendre, puisque vous avez cité votre ville, il se trouve que je la connais un peu, Villeneuve-Saint-Georges. On a une très belle ville par ailleurs également. Très belle ville par ailleurs, et il faudrait aussi résorber l'habitat indigne. Ça, c'est mais dans le périmètre des mairies, et que les opérations d'aménagement menées par les PAORSA, au lieu de ne pas avancer, avance enfin. Mais je prends un exemple très précis dans votre commune, parce que pour y être allé m'y promener une fois, j'ai vu à quel point aussi dans les hommes qui étaient là, il y avait aussi énormément de ressortissants du sous-continent indien qui sont ceux-là même qui vous livrent les repas à domicile. Donc il y a les filières d'immigration, vous avez raison de les dénoncer, mais il y a aussi tous ceux qui consomment, pardon de le dire, le travail à façon, plutôt que de descendre de chez soi, de se faire à manger, se font livrer sciemment par des sans-papiers qui sont les mêmes sur les plateaux de radio ou de télévision qui viennent dénoncer l'immigration illégale. Donc il y a un débat au Parlement européen
européens sur cette question du travail à la tâche et l'ubérisation, il y en a en France. Soyons cohérents. C'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté dire je dénonce les filières d'immigration et de l'autre côté encourager par son comportement personnel ou par son absence de réaction au travail ubérisé ces filières d'immigration. Alors civique. Mais non, mais absolument. Mais c'est pas. Mais là, on est chacun dans son comportement civique. Oui, mais c'est ce que je dis sur les évasions, on va pas. 3 euros, ils touchent 3 euros sur une course. On est bien d'accord, mais on parle des conditions de travail, on parle du humanisme. C'est quand même le même sujet. Et je vous parle, j'irai même plus loin, je parlerai même de toute l'immigration subsaharienne qui va fournir pour les Jeux Olympiques tous les vigiles et la sécurité. Souvent beaucoup de sans-papiers dans le métier de la sécurité. Et ça dérange personne. Et dans le BTP. Mais si, non, c'est une vraie question. C'est comment on fait pour faire en sorte que les personnes qui sont sur le sol français vivent bien. Et ça, c'est une vraie question. Ce sont les quotas d'immigration. Mais moi, je vous encourage à lire le Figaro aujourd'hui, la tribune de Malika Sorel. Sa conclusion, c'est comment elle pose la question. Elle dit que les Français ne s'y trompent pas. La version adoptée par le Sénat ne répond en rien aux enjeux et aux défis des temps présents. C'est pas la question. Hein. Elle a raison. Faire de surcroît peser le fardeau sur les épaules des préfets qui ne pourront pas résister aux diverses pressions locales. Ça rappelle évidemment la méthode Jospin qui s'était dérobée lors de l'affaire du voile à Creil. Cette tribune est tout à fait édifiante parce qu'elle dit tout cela. La situation dans laquelle on est, on savait que ça allait arriver. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle dit la surface des territoires perdus de la République s'étend. Mais qui les a cédés ? Je veux dire, on est aujourd'hui dans une situation où il y a aussi l'immigration, où il y a une non-intégration qui fait qu'on en est aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui où on ne peut pas montrer des tableaux dans des écoles. Il faut mettre aussi fin à l'hypocrisie parce que moi, en tant que député, j'ai été saisi assez régulièrement de demandes d'employeurs qui me demandaient d'intervenir auprès du préfet pour que ces employés aient des papiers parce qu'ils en avaient pas, et c'était les mêmes qui se précipitaient à aller voter Rassemblement National à l'élection d'après. Hein. Donc voilà, il faut Monsieur de Fournas, le député du Médoc, vigneron, qui appelle des travailleurs sans papier dans ses vignes. Hein. Voilà. Mais clairement, les Français disent qu'ils ne veulent plus d'immigration. Les Français ne veulent plus d'immigration. En même temps, ce que vous aviez dit hors antenne et que je remets à l'antenne parce que ça n'avait rien de scandaleux, c'est qu'en fait on mélange deux débats, le débat de l'immigration et l'intégration. Et de l'intégration. Le débat de l'immigration, or, il suffit de parler. Là, il y a des gens d'opinion différentes pour comprendre qu'on a besoin d'une migration de travail. Voilà. Oui. Et quand la droite sénatoriale veut supprimer les régularisations, elle ne fait que du dogmatisme et d'idéologie. Et le débat d'intégration, qui est un vrai débat. On peut pas, moi-même, je ne le nie pas. C'est-à-dire que, à un moment donné, la question de l'intégration économique qui supposerait finalement une adoption de nos mœurs, notamment démocratiques, ça ne fonctionne pas. Ça passe par un solide effort d'intégration. Alors, un pays qu'on cite de manière qui a une expérience en la matière, qui est Israël, puisqu'ils ont intégré des Juifs du monde entier, qui en fait n'avaient rien de commun à part aimer le même Dieu, hein, si j'ose dire. Ils ont des centres d'absorption qu'on appelle les Ulpan, où en réalité chacun va se construire au modèle de ce qui est attendu d'un citoyen israélien. Ouais. Je dis ça, ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, mais en fait des méthodes d'intégration un peu dures. C'est-à-dire, je suis intégré, je fais ce que je veux dans l'espace privé, ça ne pose pas de problème. Mais par exemple dans les cours, puisque c'est très à la mode en ce moment, à juste raison, on ne remet pas en cause la rationalité scientifique. Et on n'a rien à faire à l'école. Et on crève d'avoir laissé le mot assimilation à l'extrême droite, parce que l'assimilation, ça n'est en rien discriminatoire et ça n'est en rien raciste. On pourrait souligner, depuis le début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, la défaillance absolue de la droite, qui pendant des années a parlé d'immigration en disant voilà, on va s'en occuper, on va le faire, on a fait ci, on a fait ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on va faire encore, et puis qui là, devant l'obstacle, est juste en train de caler pour des raisons qui ne sont que des raisons intérieures, d'équilibre entre les sénateurs et les députés, les sénateurs durs, les députés moins durs. Enfin, chacun essaye de composer avec les tendances de son groupe, mais le groupe LR, ne nous étonnons pas que LR soit réduit à ce qu'il est en train d'être réduit. C'est une fédération d'auto-entrepreneurs, chacun en fait à sa tête et n'a plus aucune ligne idéologique. C'est ce que je dis, la faillite. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler d'autorité parentale. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Elisabeth Lévy. Le centre de notre politique éducative n'a pas marché. C'est un désastre. Nous avons des générations qui ne savent pas lire, écrire, compter. Je me fiche que les profs disent le contraire parce que les profs font partie du problème. Sud Radio, haut de la Tour Eiffel, en région parisienne, 99.9. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va changer de sujet, mais on n'en est peut-être pas très loin non plus avec vous. François Calfon, c'était votre coup de gueule? Le coup de gueule, en fait, il est simple. Je voulais utiliser une image. Quand il y a un tsunami qui, on le sait, c'est une vague qui vient par le fond et qui engloutit tout, mais qui n'est pas visible à la surface ou très peu, on regarde l'écume de la mer. Bon, eh bien, dans les problèmes qui nous ont soumis, je voulais donner 2 exemples. On parle donc des violences dans les quartiers, de la perte d'autorité, etc. Et on ne traite jamais la question de la parentalité. Alors tout de suite, c'est beaucoup moins sexy que de dire « Ah, mais il faut enfermer des mineurs de 12 ans en prison ou les mettre en centre éducatif fermé ». La vérité, c'est qu'on a un cancer dans beaucoup de quartiers qui sont les familles monoparentales. Et souvent, d'ailleurs, les plus grands sanctionnés, les plus grands enfants défaillants, si j'ose dire, ce sont ceux, c'est le paradoxe, dont la mère travaille en horaire décalé et évidemment le père est totalement absent. Donc la vraie réponse, enfin l'une des vraies réponses qu'on traite jamais, alors je sais que les députés socialistes l'ont fait, je le salue, ce serait d'avoir un grand plan de la parentalité. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit mais François, tu nous enfumes. Non, un plan très clairement qui permet d'accompagner des parents qui ne sont pas toujours exercés à être parents. Ça s'appelle des cafés des parents, ça s'appelle tout ça, parce qu'il faut l'apprendre, parce que la transmission n'est plus faite. Et un plan aussi un peu d'autorité, me semble-t-il, par rapport aussi aux parents. Bref, la carotte et un peu le bâton. Mais ça, c'est un sujet qui n'est jamais traité et qui est fondamental. Je dis au passage une chose en lien avec nos conversations. On dit la violence dans les quartiers. Bien sûr qu'elle existe et est endémique. Mais il y a aussi un modèle culturel, c'est-à-dire que vous avez rarement des filles qui sont prises dans ces sujets-là, des filles qui s'intègrent magnifiquement, et des garçons qui ont beaucoup plus de difficultés d'intégration. Donc c'est bien au cœur de la première structure de la société qu'est la famille qu'il faut, me semble-t-il, faire quelque chose. Deuxième sujet, comme ça, je le dis en style télégraphique. À chaque fois qu'il y a soit un fait divers, soit un fait proche du terrorisme, et moi je n'ai pas de problème à qualifier les faits terroristes comme tels, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est cumulatif, c'est le cas au pont Bir Hakeim, radicalisation est cumulatif avec un état psychiatrique totalement dégradé. Et là, on le dit à chaque fois, pareil, ça n'intéresse personne. Il faudrait mettre quand même énormément d'argent sur la psychiatrie. Dans les années 70, les psychiatres ouverts à une vision très progressiste a dit il vaut mieux mettre les fous dans la ville que les enfermer. Mais la vérité, c'est que cette pensée-là, c'est finalement bien accommodé de la misère de la psychiatrie, où vous n'avez même plus de ce qu'on appelle d'UMD, c'est-à-dire unité pour malades difficiles, c'est-à-dire la capacité à réellement enfermer les malades dangereux. Il y a plein de choses dans ce que vous dites. Il y a une tout ce qui est sous l'écume. Mais la mère de celui qui a commis l'attentat de Bir Hakeim avait prévenu. Ben oui, donc mais ça renvoie à la misère de la psychiatrie. Le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de. Vous cherchez un psychiatre aujourd'hui, vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas. Elle avait prévu, puis elle s'est rétractée. Un petit exemple pour faire le lien avec ce que François vient de dire. En Creuse, qui fait le lien entre les deux sujets, en Creuse, sur tout un département, on n'a plus un seul pédopsychiatre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul psychiatre pour les gamins sur tout le département. Il faut que les familles fassent 70, 80, 90, 100 km pour aller voir un pédopsychiatre. Donc c'est vraiment un souci. Et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire François. Bon, Aurore Berger a annoncé un certain nombre de choses, mais c'est pas suffisant et c'est pas, à mon avis, à la hauteur. Parce qu'on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, j'étais député à l'époque, un grand nombre de personnes qui étaient autour des ronds-points. Il y avait beaucoup de femmes isolées, de femmes seules. Et c'était vraiment, et c'est remonté dans les grands débats, c'est beaucoup remonté. Les femmes isolées et leur sentiment d'abandon et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Christelle Niasme, vous êtes donc conseillère municipale, je rappelle, à Villeneuve-Saint-Georges, donc vous êtes confrontée en direct avec ces familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est la réalité de beaucoup de nos familles sur la ville. C'est une réalité. Je vous rejoins sur le désert médical, toutes les difficultés, mais ça s'élargit sur l'ensemble des professions médicales. Oui, mais comme je ne vais pas parler de tout, je vais prendre des exemples précis. Mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant en psychiatrie. Ceux qui commettent des dégradations, qui ressortent aussitôt, qu'on envoie en psychiatrie et qui ressortent à la vitesse de la lumière. Une chose sur laquelle je ne vous rejoins pas, par contre, c'est de dire que la violence serait dans nos quartiers ou que ça ne touche pas les filles. Je pense que la violence, c'est un phénomène de société qui est ancré aujourd'hui et que ce soit dans les villes ou en campagne, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous le disiez tout à l'heure, les faits de violence et de risques qu'on a eu entre les jeunes récemment. Je vous l'accorde. Et les filles sont aussi touchées par ces comportements déviants sur la même violence que les garçons l'étaient il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est
c'est quasiment équivalent. On n'est pas sur un abandon du phénomène de violence par les jeunes femmes. Mais par contre, effectivement, c'est plus largement comment on accompagne ces familles monoparentales. Là, c'est un vrai sujet. Après, il y a des familles monoparentales, des femmes qui gèrent très bien leur foyer, qui s'en sortent, qui arrivent à tenir. Maintenant, ça demande un quotidien extrêmement complexe où on est dans des calculs d'apothicaire sur les aides, le travail, le calendrier, l'agenda. Et c'est une complexité sans fin. Et ça nécessite de prendre en compte la réalité de ces familles pour pouvoir apporter des réponses efficaces en face. On est bien d'accord. Donc là, je ne suis pas certaine que... Mais c'est peut-être le débat tout à l'heure. Virginie. Oui, ce qu'on appelle pudiquement les familles monoparentales, ce sont des familles où c'est la mère qui est toute seule. Et que ça change tout. Mais en fait, ça change tout. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué cette mère qui avait signalé le comportement de son fils, puis qui s'était rétractée. Mais pour quelle raison elle s'est rétractée ? Pas parce que elle s'est dit on va pas me croire, mais peut-être parce qu'il y a eu des pressions à l'intérieur même de sa propre famille, et peut-être même de l'enfant, enfin du jeune en question, qui lui a dit maman arrête, tais-toi. Donc elles ne sont pas forcément défaillantes, mais elles ne sont pas toujours en situation de force pour faire régner à l'intérieur de leur famille, j'allais dire, une forme d'autorité et de respect. Souvent, alors là je parle sous le contrôle de ma voisine, mais souvent ce sont ces jeunes mineurs, on a eu ces chiffres, il y a eu 30% de mineurs dans les émeutiers, et parmi ces 30% de mineurs, il y avait 60% de mineurs qui venaient de familles monoparentales, autrement dit avec seulement une mère. Et maman solo, hein. Et ces mères seules n'ont pas forcément l'autorité vis-à-vis de leurs enfants, qui se comportent comme des adultes et qui prennent la place du chef de famille qui n'est pas là. Alors, je vous encourage à lire Maurice Berger. Maurice Berger, qui a été pédopsychiatre à Clermont-Ferrand pendant très longtemps et qui régulièrement intervient sur les problèmes de violence, et qui dit, lui, c'est pas une question de pauvreté. Il dit, c'est dans les jeunes violents qu'il a vus, 70% des mineurs violents ont été témoins de cette violence, l'intériorisent très tôt, si bien qu'elle devient constitutive de leur identité. Et il parle aussi du contexte familial et de l'immigration, et de jeunes issus de l'immigration qui n'ont pas forcément été élevés avec les mêmes règles que celles qu'on a. La violence, elle n'est pas que dans les milieux défavorisés, elle est aussi dans les milieux plus favorisés. Oui, c'est pas... Alors quand même, parce que je voudrais pas dénoncer une chose et la reproduire. Donc je donne il faut aussi donner des solutions. Je donne une solution simple. Il y a quelque chose qui s'appelait la prime pour l'emploi, qui s'appelle maintenant la prime d'activité. Eh bien, on pourrait parfaitement, à isopérimètre, comme disent les technocrates, c'est avec la même dépense publique, prioriser, abonder la prime d'activité pour ces mamans solo. Parce que on sait bien que si j'enchaîne 2 boulots à temps partiel, c'est juste pour boucler les fins de mois. Et tout ce temps-là, moi je l'ai vécu quand j'étais élu à Melun, elle prenait le train, c'était 40 minutes de train pour aller travailler, nettoyer les bureaux à Paris. Pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas là. C'est aussi simple que ça. Donc si on pouvait faire en sorte qu'une femme célibataire qui a des gosses à la maison puisse avoir un boulot à temps partiel, et que la collectivité, par le biais d'un dispositif qui existe, vienne abonder les choses, on saluerait une femme qui travaille, et puis apporter des solutions de garde, elle soit un peu plus présente à la maison. Voilà quelque chose. Mais sans être plus présente, qu'elle puisse au moins avoir des solutions de garde, parce qu'après ça peut être un choix aussi de travailler et de ne pas être à la maison. Et sur les sanctions pour les parents défaillants, vous en pensez quoi? Double peine pour vous? Un peu double peine. Enfin, même au-delà de la double peine. Quel intérêt? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant finalement quand on envoie, si on est sur des familles monoparentales, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant quand la mère serait censée faire des travaux d'intérêt général? Ça n'a pas tellement de sens dans le fond. On est encore sur, à mon avis, un effet d'annonce. Quand on sait que la moitié des TIG sont pas effectués, les mairies n'en veulent pas. Mais ils n'en veulent pas, effectivement. C'est très compliqué d'avoir cet affichage. Et je pense que le vrai sujet, c'est encore une fois, c'est rendre responsable. Alors, soit les familles, en regardant effectivement sur des vrais sujets comme le logement ou les aides. Oui, le logement ou les aides. La capacité des élus locaux à peut-être déplacer une famille qui est qui crée du désordre dans la collectivité. Ça, c'est des vrais sujets, ce sont des vrais moyens. Agir sur un logement, aujourd'hui, agir sur des rien. aides. Sauf que vous êtes obligé de les reloger. Si vous expulsez une famille d'un HLM... C'est pire. Aujourd'hui, vous avez... Je prends l'exemple des villes qui sont voisines de la mienne, dans lesquelles il y a eu... Je ne vais pas vous rappeler les émeutes qu'il y a eu, où on a brûlé des mairies sur mon département.
département, on a brûlé, on s'en est pris même à des élus dans leur chair. Aujourd'hui, on sait, ce sont des récidivistes, ce sont des mineurs, c'est du sursis, et ils retournent dans le logement dans lequel ils étaient. Il n'y a aucune sanction, aucune mesure de fermeté. Mais alors là, que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'autrement on va repartir dans la loi à l'Assemblée nationale. Tous les dispositifs permettant de sortir des familles délinquantes, qui souvent, d'ailleurs, sont dans le régime de la sous-location, dans leur propre logement social. Ils existent. Ils sont pas mis en œuvre. Donc il y a un moment donné où ça renvoie à d'autres problèmes sur la gestion de notre pays. C'est-à-dire que c'est le pas de vague. C'est alors des organismes HLM, il faut bien le dire, qui sont paupérisés eux-mêmes parce qu'on accumule les difficultés. Mais ne croyons pas qu'il faut prendre une nouvelle loi pour sanctionner les comportements délictueux et défaillants. Appliquons déjà la loi. Alors on va marquer une pause et on va y revenir justement. On va y revenir. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. La culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Demain, une rencontre exceptionnelle. Dans l'émission La culture dans tous ses états, nous recevons avec Céline Alonso, Daniel Auteuil, l'un des plus grands acteurs français, on le connaît depuis Pagnol, depuis Manon des Sources, et on va découvrir le formidable Daniel Auteuil, chanteur, qui a mis en musique ses plus beaux poèmes, ainsi que ceux de Voltaire, de Musset et autres. Dans Arles sont les aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses. C'était son premier album, et vous allez entendre son deuxième. Ça va être un très grand moment. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous évoquions les parents défaillants. Alors vous vouliez répondre, Christelle Niasme, à ce que disait François Calfon, qui était, si je me souviens bien, vous disiez qu'il fallait, je ne sais plus, avant la pub, mais vous savez, Christelle, voilà. J'ai perdu. Non, c'est parce que je viens de voir qu'Aurore Berger était dans le gala, donc ça m'a perturbé. Devenir bien bouleverse les priorités. Moi, je suis contre la politique par image gala. Je trouve qu'ils n'ont rien à faire dans ces journaux. Absolument. Donc c'est un petit coup de gueule entre parenthèses. Donc vous vouliez répondre à François Calfon. Nous avons eu la jurisprudence Playboy. Oui, c'est pas mal formulé. Absolument. Non, je parlais effectivement de la notion de mesure de fermeté. Je crois qu'on parlait effectivement je le redis à chaque fois, du sentiment un petit peu d'impunité qui s'installe sur nos territoires. C'est-à-dire qu'on peut dégrader, détruire une mairie. Donc, et le symbole est très fort quand même. Détruire une mairie, c'est dégrader l'institution. C'est les symboles de l'État, c'est les symboles de l'autorité. C'était des mineurs ? Des mineurs, et qui n'ont pris que du sursis et qui vivent dans un logement social. Donc techniquement, un logement social, c'est une chance. C'est fourni par la collectivité. Il y a des listes d'attente. C'est extrêmement dur d'obtenir un logement social et on a un loyer qui est modéré. C'est aussi un bienfait. Parce que donc qu'est-ce qu'il aurait fallu pour ces jeunes C'est-à-dire que la mairie pouvait intervenir et retirer le logement social. Vous pouvez pas le faire. Mais comment un maire aujourd'hui, quand il se retrouve face à cette même famille qui va recommencer, qui va continuer, qui reste sur son territoire, qui potentiellement va redemander des aides ou participer à la collectivité, qui ne participe pas de toute manière. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Un maire, peut tolérer. Je vais répondre. Mais alors quoi, des sanctions? Peut-être qu'Aurore Berger a raison pour le coup. S'il y a des sanctions financières ou des sanctions. Mais déjà, exigeons que ces gens exécutent les peines qui leur sont données dans un premier temps. Il y a des textes, appliquons-les, les textes. On les applique pas, on fait comme si on ne savait même pas qu'ils existaient. S'il y a des gens qui connaissent les habitants, qui marchent droit et ceux qui sont dans les chemins de traverse, c'est bien les mairies. Ça, c'est une réalité. Il y a des outils qui existent et qui sont pas mis en œuvre parce qu'il faut travailler. C'est ça le problème. Moi, quand j'étais adjoint au maire dans une commune du 77 qui s'appelle Noisiel, on réunissait le représentant du procureur de la République. Comme par hasard, ceux qui foutent la merde, pour parler simplement, ils ont déjà foutu la merde. Et comme par hasard, c'est les mêmes qui sont des décrocheurs scolaires. Qu'est-ce que c'est un décrocheur scolaire? C'est celui qui a mis le bazar. J'ai été un peu vulgaire. Dans son collège. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le pas de vague. Quand vous regardez les sujets concrets qu'on peut traiter, le principal de collège, il le met en dehors de en dehors de son collège. L'éducation nationale est obligée de le reprendre. Donc ils vont vous le reprendre.
à 15 stations de métro. Dans un collège complètement pourri et avec un principal à qui il se verra imposer. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il va pas à l'école, il traîne. Donc il est en dehors de son obligation. Mais on n'a pas dit ça. Mais je veux dire, on peut traiter. Il faut renvoyer chaque acteur, les bailleurs sociaux, l'éducation nationale. Mais pardon, vous avez les maires qui travaillent et ceux qui travaillent vraiment. Mais ils y arrivent. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Ceux qui travaillent vraiment, ils obtiennent des résultats. Mais ceux qui travaillent sont me semble-t-il, bien moins grand nombre que ceux qui ne travaillent pas et qui, pour des raisons électoralistes, je vais juste. J'essaie de finir. Électoralistes ou clientélistes se disent, oh là là, moi je veux pas me mettre à dos une partie de mes administrés. Je ne veux pas prendre des mesures trop drastiques. Je veux être élu. Et au nom de ce vous voyez que des raisons mauvaises. Vous avez raison, mais il y en a une autre. Je vois ces raisons qui font. Mais c'est pas forcément la bonne raison. Non, c'est une très mauvaise raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Christelle nous disait hors antenne que les habitants de certains habitants ne veulent plus de ces délinquants, ne veulent plus. Bien sûr. C'est les premiers qui en sont victimes. Mais quand ils ont affaire à des pouvoirs publics qui leur disent oui, on va voir ce qu'on va faire et qui ne font rien. Je vais vous dire une chose. Il y a aussi une réalité, c'est que quand vous commencez, puisqu'on est sur un exemple précis, vous commencez à réunir ce groupe local de traitement de la délinquance. Il y a des solutions, parce que le gars qui est décrocheur scolaire, il est judiciarisable en général. Et il y a des textes. Et la police municipale le connaît parfaitement, parce que les polices municipales connaissent parfaitement leurs clients, que ce soit bien clair. Il y a un autre problème qui se pose. Je veux dire, moi, quand j'étais adjoint, j'avais un travail à côté. Vous pouvez pas passer votre vie pour, pardon, mais quand vous êtes adjoint, 850 €, c'est ça la réalité, d'adjoint au maire, en réunion toute sa vie, pour écoper à la petite cuillère ce que les administrations, ce que les bailleurs sociaux ne font pas. Donc il y a les raisons que vous évoquez de clientélisme. Moi, j'ai pas de langue de bois, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de statut de l'élu. Enfin, à un moment donné, c'est un sacerdoce. Vous n'avez pas de vie. C'est vrai, et en fait, ce travail-là, si vous décidez d'être un peu ferme, vous êtes menacé. Demandez à M. Jean-Brun ce qui se passe. 30% d'augmentation des menaces sur les élus en 2022. Donc violence, coups. Mais par contre, je veux bien. On fait des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. CLSPD. On réunit le procureur, la pige, les bailleurs, les habitants des quartiers, etc. On connaît les familles, on sait où sont les points de deal, on sait où sont les difficultés. On le sait. Mais d'accord, mais comment on agit? On garde ces personnes sur place? C'est ça la vraie question. C'est quelle mesure on met en place et jusqu'où on va dans la sanction. Si le gamin il retourne dans le collège le lendemain, j'introduis un couteau, je fais n'importe quoi, je continue, je reste. Quels moyens on met en œuvre pour... Non mais regardez, je vous donne un exemple très précis. Je vous donnerai l'exemple très précis. Mais après les solutions, c'est pas non plus de concentrer effectivement tous les délinquants au même endroit. Enfin voilà, c'est ça qu'on a fait pendant des années par lâcheté. Et à un moment, ces enfants, ils sont pas nés en génération spontanée. Il y a quand même des pères, donc ils ont quand même une part de responsabilité. Il faut leur faire assumer leur part de responsabilité. Alors si par sanction on entend aller chercher les pères et d'une part faire payer ce qu'ils doivent aux mères qui sont toutes seules et d'autre part il faut les trouver, mais enfin en général c'est rare. Oui mais à ce moment-là il faut trouver d'autres solutions, mais c'est certainement pas de les laisser effectivement toujours au même endroit et de les laisser emmerder tous leurs voisins, voilà, et parce qu'effectivement il y a un vrai travail de proximité à faire et c'est pas une nouvelle loi qui va changer les choses. Ça se gère effectivement au plus près du terrain, ces choses-là. Ça se gère pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Oui, moi juste une parenthèse aussi sur les condamnations, on l'a pas évoqué ici, de ceux qui ont permis l'assassinat de Samuel Paty. C'est de la prison avec sursis, de 14 mois de sursis à 2 ans, dont la menteuse, celle qui n'assistait pas au cours et qui si elle n'avait pas raconté de conneries, de mensonges, Samuel Paty serait toujours en vie. Elle a pris 18 mois avec sursis. Le père a pris beaucoup plus. Oui, mais ces gamins-là, quelle exemplarité, quelle peine, on prend de la prison avec sursis, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout, et il faut qu'elle soit, et puis les peines, quand bien même elles seraient décidées, il faut encore qu'elles soient appliquées. C'est ce qu'elle disait. Oui, absolument. D'ailleurs, de façon générale, moi je suis très étonnée de voir que les administrations publiques, enfin, on voit bien à l'école, les professeurs ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, les policiers ne sont pas soutenus. Les policiers ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, et ils disent, nous on essaye, on fait ce qu'on peut, on essaye d'aller sur le terrain, on sait, comme vous le disiez tout à l'heure, qui va bien, qui va pas bien, qui mineur prend des voitures sans permis, conduit à toute vitesse et peut renverser des gens. Et quand on essaye de les arrêter ou de les empêcher, eh bien on nous dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait, mon Dieu, vous avez été brutal, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc ils disent, nous on a la tentation de tourner la tête. Et tout n'est pas la faute de l'État, parce que les professeurs sont pas soutenus par leur hiérarchie, ils sont pas soutenus par les parents non plus, les policiers sont pas soutenus par les parents qui mettent des messages complètement contradictoires aux gamins. Oui, c'est vrai. Et les gamins
gamins, ils savent plus où ils en sont parce que les parents disent une chose et les profs le contraire. Donc, alors, pour faire le lien entre le propos général et les exemples qu'on cite, quand vous réunissez un groupe local de traitement de la délinquance avec le procureur, je donne un exemple très précis qui me vient, qui était à Melun. Il y a un gamin c'est un gamin costaud, qui faisait du rodéo dans toute la cité avec les papas, les mamans, etc. Un jour, je le croise, je l'avais reconnu avec sa casquette. Il avait le bracelet électronique à la cheville. Il était dans une mesure d'éloignement. Bon, qu'on m'explique que la loi ne peut pas faire respecter la mesure d'éloignement, il y a des caméras de vidéosurveillance. Il y a un motif d'interpellation. Bien sûr. Bon, le sujet que je partage avec vous sur on peut rien si on fait rien. Non, j'ai pas dit qu'on peut rien. J'ai pas dit qu'on peut rien. J'ai dit qu'on fait rien. À un moment donné, chaque administration, c'est le sens même de ces groupes. Chaque administration doit être rappelée à ses responsabilités. Si on décide tous autour de cette table que de toute façon on n'y peut rien, là on lâche tout. Mais les moyens existent. Personne n'a dit ça. Moi, vous voulez que je vous dise, je vous donne un exemple concret aussi sur mes volontaires. Personne n'a dit on en difficulté des agents de notre collectivité. Un type qui se présente à la sortie de l'école avec un couteau et qui effraie les familles, qui effraient nos agents, qui les ont laissés dans un état déplorable. Ce type, il a interdiction, donc on l'interdit de venir sur le territoire, interdit de venir sur une rue. Comment on fait pour le faire respecter? Comment on fait pour le faire respecter? Bien sûr. On n'a pas assez de policiers municipaux, on n'a pas assez d'agents de police nationale pour le faire respecter. Il peut être interpellé. C'est à un moment donné. C'est à la justice de faire retourner dans la rue au milieu des habitants et des gens qui veulent continuer à vivre correctement. C'est d'avoir des vraies sanctions, et effectivement, et pour les mineurs, je suis désolée, quand sans doute des maisons de rééducation. On brûle une mairie, on ne retourne pas le lendemain tranquillement se promener dans les rues au nez à la barbe des élus dont on vient de brûler le... Et puis il faut peut-être séparer les enfants des parents à un moment quand ça part vraiment trop en vrille. Les enfants, il faut peut-être les extraire de leur milieu familial et les mettre dans des centres où on leur apprend centre éducatif fermé, souvenez-vous. Oui, que Ségolène Royal avait défendu, et c'est exactement ce qu'il faudrait. Le truc, c'est qu'on voit pas bien, on a l'impression, encore une fois, que ce sont des annonces, des mesures cosmétiques, et que le problème, il est, quand on écoute une conseillère municipale concrètement de ce que vous nous racontez, on voit bien qu'il y a un décalage total. Il y a un décalage total entre les annonces et la réalité de ce que vous vivez. La vérité aussi, c'est qu'il y a des communes, et comme par hasard, pardon de le dire, qui cumulent toutes les difficultés. Et donc, pardon de le dire, mais il faudrait aussi que les communes qui doivent construire du logement social pour que les difficultés soient équitablement réparties, en produisent, et que Madame Pécresse arrête par exemple de subventionner les communes qui interdisent de construire le logement social. On est en train de... Allez, merci à vous. Tout de suite, André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.